Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous embarquons aujourd'hui pour la visite d'un monument d'exception de l'histoire du pays cathare. Situé sur une crête calcaire de 800 mètres d'altitude, c'est le château de Peyreperthus. Son nom lui vient de l'espagnol Petra Pertusa, qui signifie la pierre percée. Le château obtient par la suite le surnom de citadelle du vertige. Nous plongeons aujourd'hui en plein cœur de l'Occitanie, et plus précisément dans la vallée de l'Aude. Située quelque part entre Carcassonne et Perpignan, une crête montagneuse surplombe le petit village de Duyac sous Peyreperthus. C'est ici, depuis l'ère romaine, que les premières traces d'occupation apparaissent au 1er siècle avant Jésus-Christ. Dominant les vallées et les cols, ce lieu sert de place forte à toute force militaire le possédant. C'est en 806 que les premières mentions de château apparaissent sous le comté de Racès, et rattaché à celui de Cerdagne en 988. Le château devient espagnol en 1020, passant du comté de Besalú à celui de Barcelone en 1111. Puis Narbonne pendant une partie du règne d'Alphonse II, roi d'Espagne jusqu'en 1196. C'est en 1180 qu'Alphonse II s'émancipe du roi de France, Philippe II Auguste. Il concéda donc le château, qui marqua, à l'époque, la frontière entre les deux royaumes. Peyreperthus devient en 1209 une place forte d'importance capitale lors des croisades albigeoises. C'est en 1240, bien après l'excommunion de Guillaume de Peyreperthus, que le château devient français, et monte au rang de place forte pour lutter contre le royaume d'Aragon jusqu'au XVIIe siècle. La ligne de défense française, aussi appelée les 5 fils de Carcassonne, est constituée du château de Peyreperthus, celui de Quéribus, puis Laurens, Thermes et enfin Aguilar. Cette ligne permettait de tenir en retrait toute invasion espagnole. C'est Henri de Transtamare, prétendant au trône de Castille, qui en fait son lieu de défense, avec la bénédiction de Charles V en 1355. Ce dernier remit le château en état. Grâce à ses nombreux renforcements au fil du temps, à l'ajout du donjon de Saint-Jordi en 1242, situé sur la crête la plus haute du château, Peyreperthus devient le fleuron de l'architecture médiévale. La frontière espagnole s'étant déplacée plus au sud, c'est à la fin du XVIIe siècle, plus précisément en 1659, que le traité des Pyrénées déclasse le château en place frontière. Toute la stratégie militaire de Peyreperthus s'efface peu à peu, et, jusqu'à la Révolution française, seules de petites garnisons se relaient pour continuer de faire vivre cette place forte impénétrable. Peyreperthus devient, au fil du temps, un grand vaisseau fantôme. En 1820, la citadelle du Vertige rejoint le rang de domaine national, et c'est en 1950 que ses premières campagnes de consolidation voient le jour. Maintenant que les présentations sont faites, entrons à présent dans le cœur de ce chef-d'œuvre d'architectures anciennes. Plusieurs sentiers permettent d'accéder au château. Le plus connu nous amène à la porte nord, en longeant le pic rocheux. Long de 300 mètres et large de 60, cette forteresse céleste devait sembler impénétrable pour n'importe quel ennemi ayant soif de conquête. Au sud, les falaises abruptes de calcaire permettent aux grimpeurs d'accéder aux différentes enceintes du château. D'est en ouest, le château est bordé par d'impressionnantes esplanades, impossibles à franchir sans être repérées. À l'est, une courtine de 120 mètres de long, jalonnée de tours semi-circulaires, surplombe le chemin d'accès. Sa hauteur de plusieurs mètres, les pentes abruptes qui entourent son éperon rocheux, rendent cette partie de l'édifice encore plus impressionnant. La porte nord, surveillée par d'étroites meurtrières, débouche sur la cour du château, entourée par la courtine. C'est l'impressionnant donjon vieux qui surveille l'entrée nord. Composé de l'église Sainte-Marie et d'un logis, ce sont les premiers aménagements du château qui voient le jour en 1115. On trouve également 4 citernes d'eau dans l'ensemble du château, dont une située en plein cœur de l'église de style roman. Une porte de plein cintre avec herse et assommoir permet de relier l'enceinte basse avec l'enceinte médiane. Ce grand espace intérieur est protégé à l'est par une tour de guet. Celle-ci surplombe l'escarpement naturel de ce pic rocheux. Au centre de l'enceinte médiane apparaît une cavité naturelle.
autour de laquelle une construction polygonale a été construite, utilisée comme magasin selon les écrits. La pièce maîtresse de Peyrepertus se trouve à l'ouest. Perché sur le pic San Jordi à 800 mètres d'altitude, le donjon portant le même nom veille sur l'ensemble du domaine depuis des décennies. C'est en 1242 que Saint-Louis ordonne la construction d'un escalier vertigineux qui portera son nom. Cet escalier permet de relier l'enceinte médiane au donjon San Jordi, ultime rempart de protection en cas d'invasion ennemie dans la citadelle. Le donjon San Jordi, dont la construction s'achève en 1251, permet d'assurer sa propre protection grâce à d'impressionnantes portes en chicane, creusées dans des tours semi-circulaires accompagnées de meurtrières. Au plus haut point de l'édifice, situé à 800 mètres d'altitude, la chapelle San Jordi domine cet à-pic rocheux. Le donjon offre un point de vue à couper le souffle à tous ceux qui seront venus à bout des 70 marches de l'escalier Saint-Louis. De nombreux programmes de restauration, financés par la région, permettent de consolider l'édifice, lui offrant un répit contre les dévastations du temps. C'est ici que s'achève notre visite du château de Peyrepertus. Véritable prouesse architecturale des temps anciens, cette citadelle, symbole du pays cathare, ouvre aujourd'hui ses portes à de nombreux visiteurs chaque année. Spectacles d'aigles, représentations médiévales et visites guidées animent aujourd'hui cette citadelle du vertige.